On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'inflation et de pauvreté et des impacts que cela produit auprès de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. Mais tout d'abord, parlons des 50 ans de la FADOC en Montérégie. La FADOC Région Rive-Sud de Suroît célèbre cette année 50 ans d'histoire, 50e anniversaire. Il y avait d'ailleurs une célébration importante vendredi, le 14 octobre dernier, au Collège militaire royal de Saint-Jean. Tout près de 450 invités avec une prestation de Guylaine Tanguay, que tout le monde connaît bien. Bref, l'heure est à la fête. On en discute avec la directrice générale Anne-Renée Heard. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. C'est une grosse année, un 50e, on veut le marquer, on veut que ça soit marquant, je présume. Ça faisait un petit bout de temps qu'on travaillait là-dessus. Oui, on avait commencé à travailler un petit peu avant la pandémie, on y pensait. Puis la pandémie nous a fait repousser un petit peu notre événement parce qu'on souhaitait avoir un souper-spectacle avec nos gens. Mais on s'est organisé en cours d'année pour préparer, concocter des petites choses là, pour le souligner malgré tout, là, même si on ne savait pas à un moment donné si on était pour pouvoir faire cette activité-là. Mais on a tenu bon, puis ça a bien réussi. Bon, et puisqu'on parle de cette activité avec Guylaine Tanguay, expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. C'était magnifique. Les gens, à leur arrivée, c'est sûr qu'on avait comme une espèce à l'entrée, là, il y avait l'exposition de Marie-Ange Bouchard, qui est notre fondatrice. Alors, les gens, pendant toute la soirée, c'était là. Les gens pouvaient aller voir et à leur arrivée, ils avaient un petit cocktail. Ensuite, on a eu un bon souper chaud. Les gens nous l'ont répété à maintes reprises, comme quoi c'était excellent. J'ai fait le tour des 46 ou 47 tables et puis les gens, force nous est de constater, devrais-je dire, que c'était un beau succès. Et la magnifique Guylaine Tanguay, mon Dieu, c'était à couper le souffle. Est-ce que cette soirée venait clore les festivités entourant le 50e ou s'il vous reste encore quelques activités à faire? En fait, on terminait avec ça. Ouais. On avait souligné le travail de nos bénévoles pendant toute l'année. Le travail, en fait, on a reçu pour le 50e anniversaire l'arbre de vie et puis on en a fait une épinglette qu'on a remis à tous nos administrateurs de club pour les remercier. Et vous avez entre les mains ce qu'on a remis, le cadeau, en fait, qu'on a remis à chacune des convives, oui, le calendrier 2023, où on souligne l'historique là, de la FADOC, mais tout en mettant les programmes sur lesquels on travaille aussi actuellement. Là. Bon, Marie-Ange Bouchard, vous y avez fait référence, donc la fondatrice. Expliquez-nous un peu les premiers balbutiements, ou bref, ce que vous avez pu trouver dans les recherches, parce que, bon, je présume que vous n'étiez pas là, hein, il y a 50 ans. J'étais dans les pensées de mes parents, tout probablement, mais oui. Qu'est-ce qu'on sait de la fondation de la FADOC? Marie-Ange Bouchard, ça a été la pionnière. En fait, dans les années 60, elle était dans la première cohorte à l'Université de Montréal des personnes qui ont travaillé en sociologie, donc travailleuses sociales. Et c'est elle qui a mis sur pied... quand elle voyait les hommes prendre leur retraite, elle se disait, coudonc, pas Marie-Ange, mais les hommes ont travaillé toute leur vie. Puis ça se peut pas qu'ils s'assoient puis ils n'ont plus rien à faire. Alors, pourquoi pas, au lieu qu'ils soient dans des tavernes ou quoi que ce soit, les réunir dans des clubs? Elle a fondé le premier club, le 3x20, mais il y en a eu un avant ça là, qu'on m'a dit. D'ailleurs, j'ai Madeleine Bouchard ainsi qu'une autre... on parlait justement aujourd'hui avec ces dames-là pour essayer de commémorer Marie-Ange Bouchard dans la ville de Saint-Jean, parce que c'est ici qu'elle a vécu et qu'elle a travaillé. Donc, on est en train de voir qu'est-ce qui serait possible de faire là, pour commémorer son œuvre. Bon, ce qui est quand même intéressant aussi, c'est que la FADOC Région Rive-Sud sur Rouen, le bureau-chef est toujours basé ici même, à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc lieu même où la FADOC dans la région a pris naissance. Qu'est-ce qu'on sait de la FADOC en général? Est-ce que nous, à Saint-Jean, est-ce qu'on était dans les premiers au Québec, dans les premières organisations, disons, à
à vouloir se mettre ensemble pour créer quelque chose par rapport à d'autres régions dans le Québec, j'entends? Bien, on peut dire que les gens se sont toujours regroupés, mais celle qu'on a entendu parler, c'est vraiment notre chef d'orchestre, on va dire ça comme ça, là, notre fondatrice, Marie-Ange Bouchard. C'est elle vraiment qui s'est souciée de tout l'aspect psychologique, physique. Tu sais, on voulait briser l'isolement surtout parce que on ne se le cachera pas, hein, dans le temps, les hommes prenaient leur retraite, puis pour certains, bien, c'est comme s'ils n'avaient plus de vie par la suite, là, tu sais. Alors, mais est-ce à dire que la FADOC au Québec a pris naissance ici, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu? Le premier club... tantôt, je faisais référence aux 3x20, là, mais il y en a eu un au tout début. Malheureusement, je n'ai pas le nom, là, vous m'excuserez. Mais oui, c'est ici qu'on a recensé les premiers clubs. Donc, Marie-Ange Bouchard de Saint-Jean-sur-Richelieu était vraiment une pionnière dans tous les sens du terme. Parce que, premièrement, on est dans les années 60. Il faut comprendre aussi que la condition féminine dans les années 60 n'a rien à voir à celle d'aujourd'hui. Politiquement, dans les institutions, donc de voir évidemment ce leadership-là qui a émané de cette dame-là. Et quand on regarde aujourd'hui, puis on le voit dans le tableau ici du calendrier, donc la FADOC au total, pas juste ici à Saint-Jean, on s'entend, compte 525 000 membres. C'est énorme comme organisation, puis il faut se le dire, au niveau provincial, au niveau gouvernemental, la FADOC, c'est une voix qui est importante. Elle a son poids politique dans son lobby avec le gouvernement dans un paquet de dossiers. Absolument. En fait, on travaille sur plusieurs dossiers, mais on a une superbe porte-parole qui est Mme Tassé-Goodman, Gisèle Tassé-Goodman, qui travaille avec le conseil d'administration. Les directeurs régionaux aussi sont appelés à prêter main forte, soit pour des idées, des recommandations. Alors, ils travaillent pour le bien-être des aînés. Puis on peut voir ça aussi sur notre site web. Plateforme électorale, quand c'est le temps des élections et tout ça, on est impliqué. Moi, je me mets à la place des partis politiques. Si je suis sur le point d'établir une politique qui touche les aînés, c'est pas que je vérifiais que la FADOC avant, si ça a de l'allure, parce que sinon, tu veux pas avoir la FADOC à tes trousses pendant une campagne électorale. Là. Absolument. On est là pour aider. C'est le poids du nombre, mais aussi les revendications, je pense qu'elles sont bien fondées. C'est pas... c'est sérieux ce qu'on fait. Ouais. La FADOC, ça fait quoi au juste? Quelqu'un qui nous regarde, qui dit, premièrement, c'est toujours la règle du 50 ans et plus? Règle du 50 ans et plus, mais on a des gens, des plus jeunes. On sait qu'il y a des 45 ou quarantaine d'années qui vont, des quarantenaires, on va dire ça comme ça, qui ont des conjoints plus âgés, mais ça ne nous empêche pas de les accueillir pour les activités. Oui, parce que c'est le futur. C'est comme ça aussi qu'on va faire connaître la FADOC, les activités, puis qu'on va pouvoir avoir ces membres-là plus tard. Il y a le volet activité, mais il y a aussi le volet service, le volet organisation. Je parlais du volet politique il y a quelques instants. Bref, pour quelqu'un qui nous regarde, qui a ça, peut-être 50 ans et plus, là, on fait souvent des blagues avec ça. On dit, ouais, tu as 50 ans et plus, tu es admissible maintenant, tu peux devenir membre de la FADOC. Mais blague à part, être membre de la FADOC, qu'est-ce que ça donne? Il y a plusieurs choses. On travaille pour notre futur, on ne se le cachera pas. Tantôt, on a parlé du poids politique. On le sait qu'on travaille pour le maintien de nos caisses de retraite. Donc, on veut qu'il y ait des lois qui passent. Puis, je nommerai pas de compagnie, mais ça a été affreux de voir des gens qui ont perdu leur fonds de retraite auquel ils ont cotisé sous prétexte que les actionnaires devaient se faire payer en premier. Donc, on est là. On est là pour eux. On essaie de revendiquer. Mais pour quelqu'un qui vient, c'est des activités. D'abord et avant tout, on essaie d'amener les gens à aller visiter nos clubs. On a des bénévoles. On a au-dessus de 400 bénévoles et plus. Ça, c'est 400 administrateurs. Mais il y a plus de bénévoles que ça. Donc, administrateurs qui administrent le club, mais qu'il y a aussi des bénévoles à travers ça qui vont se relayer pour s'assurer qu'il y ait des activités. Donc, d'abord et avant tout, on essaie, autant que possible, que les membres puissent avoir accès à des activités, autant physiques, mais autant au niveau des connaissances. On a des activités virtuelles. Depuis la pandémie, ça a été une montée en flèche. Toutes nos conférences, on en a autant en présentiel qu'en virtuel, mais on a accès à des programmes sociaux. Donc, que ce soit pour la prévention de la fraude, prévention des abus auprès des aînés. Ouais. On sensibilise les gens. Puis, on a aussi notre programme Dans la peau d'un aîné qui nous permet, autant chez les aînés, autant chez les plus jeunes, qui vont travailler avec des aînés ou qui
qui ont accès dans leur quotidien à des aînés, de leur faire vivre le vieillissement, soit prématuré ou un vieillissement normal, que ce soit au niveau de l'ouïe, que ce soit au niveau du visuel. Ouais. Donc, on a ces programmes-là pour sensibiliser, pour s'assurer d'un mieux-vivre collectif. Donc, des services, des activités. Quelqu'un qui est membre doit recevoir, j'imagine, une infolettre ou je ne sais pas quoi. Il doit avoir un canal de communication que vous utilisez pour garder ça actif. Absolument. On doit s'inscrire à l'infolettre. Il y en a une au niveau provincial, mais il y en a une aussi au niveau du régional. Bien entendu, il y a le magazine Virage qui est 4 fois par année. Alors, on donne un maximum d'informations aux gens, mais il y a le site Web aussi dont la mise à jour se fait de façon régulière. On a le Facebook aussi de la FADOC Région Rive-Sud-sur-Roi. Donc, quand on a soit des activités ou on a un club qui souhaiterait offrir quelque chose soit de la formation, peu importe, on leur donne cette vitrine-là aussi. Ça coûte combien être membre par année? C'est 25 $ dans les clubs. Certains clubs offrent même la carte 2 ans à 45 $. Nous, au niveau du régional, c'est 30 $ pour un an. Sinon, c'est... c'est pas très, très cher. C'est pas très cher. Puis, comme on disait tantôt, vous l'avez mentionné, c'est le nombre. Souvent, tu sais, pendant la pandémie, il y en a qui se demandaient, bien, pourquoi je prends ma carte? Bien, pour ça. Pour s'assurer qu'à un moment donné, on a eu de l'argent qui était remis seulement aux 70 ans. Mais pourquoi? Pourquoi faire cette sélection-là? Pourquoi pas l'offrir à nos aînés? Alors, on est là pour ça, on travaille. Il y a des gens qui sont rémunérés, qui travaillent fort. Puis on a accès aussi à nos collaborateurs, que ce soit des partenaires, parce que tantôt, vous demandiez aussi qu'est-ce que ça donne. On a des partenaires financiers, mais on a des collaborateurs qui permettent que la facture soit d'une activité ou d'un restaurateur qui va donner un pourcentage à nos membres. Donc, c'est une exclusivité des membres FADOC. Il y a souvent des rabais. Absolument. Quand on est membre de la FADOC. Là. C'est ça. Quand on dit ici, là, région Rive-Sud-sur-Roi, en gros, c'est la Montérégie? En fait, en Montérégie, il y a 2 FADOC. Il y a, en fait, Richelieu-Yamaska, qui est de l'autre côté de la rivière, mais a des clubs. En fait, toute cette division-là, c'était une division à partir des diocèses. Oui, quelque chose les comme paroisses, ça. Les paroisses, voilà, bon, les diocèses. Puis, c'est comme ça que ça a été défini. Puis nous, initialement, en Montérégie, il y avait 3 FADOC. Il y avait Richelieu-Yamaska, Rive-Sud et le Sur-Roi. Mais le Rive-Sud et Sur-Roi ont fusionné. Alors, Sur-Roi, c'est tout... C'est un peu l'ancien territoire du diocèse Saint-Jean-Longueuil, plus la gang de Valleyfield, là, exactement. Si on veut. Okay? Voilà. Sauf quelqu'un qui habite à Iberville, est-ce qu'il est dans la FADOC Rive-Sud ou il est dans l'autre FADOC? Oui, FADOC Rive-Sud sur Oui. Bien, c'est pour ça. La non, ligne est comme sinueuse au niveau du Richelieu. Sinon, c'est Richelieu-Yamaska, donc plus la région Saint-Hyacinthe, Sorel. Voilà, Saint-Hyacinthe, Sorel. On a aussi le club de Belleuil, McMasterville, tout ça. Là. OK, donc on travaille en collaboration pour la Montérégie. Si Là, votre prochaine grosse activité, c'est quoi, les Jeux des aînés? Absolument. On s'était vu pour les Jeux des aînés 2022-2023. On devrait avoir un peu plus de discipline aussi. Alors, on travaille là-dessus et ça va bien. Est-ce que vous le sentez qu'on est vraiment post-COVID? Et j'ajoute, dans la clientèle qui est peut-être plus âgée, plus de crainte aussi à l'égard des maladies en général, vaccination, COVID et compagnie. Est-ce que vous sentez maintenant qu'il y a encore un frein lié à la COVID ou si vous le sentez plus vraiment? On sent un petit peu que les gens sont encore, comment je pourrais dire, ils sont à l'affût. Ils font attention. Ils ont une préoccupation. C'est pas un lâcher-prise, lâcher-lousse, là, mais on fait attention. Encore une fois, on a les gels pour les mains. Certains, pendant notre souper-spectacle, certains avaient leur masque. Alors, il y a une préoccupation. Et d'ailleurs, pour le moment, écoutez, je croise mes doigts, mais pour un événement qui a eu 450 personnes, je vous dirais qu'on n'a pas eu encore de personnes qui ont manifesté là, comme quoi ils avaient eu la COVID. Alors, on a fait attention à cet effet-là là, aussi. René Hurt, merci beaucoup. Bon 50e donc à la FADOC Région Rive-Sud de Sur-Roi. Merci. Je vous remercie de m'avoir reçu. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre Télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo,
C'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Parlons de pauvreté, parlons inévitablement aussi d'inflation et d'impact sur la pauvreté. Parlons de ce qui se passe, nous, ici, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Portrait, bilan de la situation du côté de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, avec son directeur général, Liane Labelle. Bonjour et bienvenue. Salut. J'ai fait le saut, moi, la semaine dernière, moi qui passe à tous les jours sur la rue Saint-Georges, parce que mes bureaux sont pas très loin. Oui, effectivement. Puis évidemment, occasionnellement, je vois de petites files d'attente sur l'heure du midi là, qui va à peu près, disons, Laurier, coin Saint-Georges. Puis là, la semaine passée, j'ai fait le saut parce que la file d'attente là, continuait là, devant Famille à cœur jusqu'au petit garage. Exactement. C'est nouveau? Oui, ça fait quelques mois, c'est comme ça. C'est comme ça le mardi aussi, en après-midi, puis c'est comme ça le vendredi, parce qu'on était obligé d'ajouter le mardi pour la distribution, pour essayer de combler les besoins de nos bénéficiaires. Fait qu'on a 2 distributions au lieu d'une, puis les 2, ils sont en augmentation fulgurante. Au début, le maximum qu'on avait le vendredi, c'était 100 personnes. Là, on est rendu à 150 personnes. 150? Tout se passe en dedans d'une heure. Puis le mardi, c'est encore pire. On a commencé, là, on a inventé ça le mardi parce qu'on avait trop de nourriture qui allait passer date, tu sais, qu'on voulait pas jeter. Fait que là, on a dit, on va les donner le mardi après-midi. Mais au début, on avait 25 personnes. Puis la semaine dernière, on en avait 100 personnes. 100 personnes le mardi, 150 le vendredi, puis on fait 80 à 100 dépannages réguliers par semaine. Ça commence à faire beaucoup de monde, là. Avez-vous plus de ressources, plus de nourriture à donner, Non. plus d'argent? Bien, l'argent, on en reçoit. On a toujours des généreux donateurs. Ça va. Est-ce qu'on en reçoit assez pour combler ce qu'on donne en achat ou ce qu'on achète? Non. On pige dans notre bas de laine qui a été bien géré avec les années par les anciennes administrations de la Saint-Vincent-de-Paul. On est chanceux. Nous, nos tablettes sont pas vides. On peut se permettre d'acheter. On en reçoit moins, vraiment moins. Mais en même temps, le bas de laine, il va y avoir un fond de bas. Je veux dire, on peut c'est... piger là-dedans, mais... Ouais. Pour l'instant, tu sais, on s'en sort. C'est important que tout le monde soit généreux avec nous. Je dis avec nous, mais avec les autres organismes aussi, là. On est tous dans le même bateau à Saint-Jean, là. Ça va pas bien. Je le disais tantôt en introduction, j'ai mis volontairement le mot inflation avec le mot pauvreté. Mais en même temps, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'est pas en situation de méga chômage. Non. Ça, c'est très, très bizarre parce que si on parle de ralentissement, de récession, d'inflation, bon, tous des mots qui font peur un peu. Mais en même temps, souvent, inflation, récession vient avec chômage. Ouais. Sauf que là, on a, et ça je le sais, là, depuis plusieurs années, vous avez une nouvelle clientèle qui travaille, mais qui ne gagne pas assez de sous pour subvenir à leurs besoins. C'est ça. Oui. La pauvreté s'étire. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le mot pauvreté. Fait que ça, c'est un problème parce que les gens travaillent, ils ont un logement, oui, mais quand ils vont à l'épicerie, ça coûte cher. C'est énormément cher. Puis c'est des gens qui sont pas à l'abri d'un petit quelque chose qui peut arriver dans leur journée, là, ou dans leur semaine, ou dans leur mois, qui va briser leur équilibre budgétaire. Puis ces gens-là, il faut les aider. On appelle ça de l'aide unique. Souvent, on va aider des travailleurs sur de l'aide unique, c'est-à-dire ils vivent une situation exceptionnelle présentement, puis ce qui peut faire la différence, c'est nous. Fait qu'on le fait. Bon. Quand on parle du phénomène de l'inflation qui est grandissante là, depuis 6 mois, un an et demi, ou à peu près, là, une croissance assez élevée, avez-vous vu vraiment une cause à effet dans votre clientèle? Oui. En fait, ça les use. Hein. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Au début, là, on parlait beaucoup COVID, puis on a oublié de parler d'économie à un moment donné. Là, ça a commencé à augmenter, les trucs. Puis c'est pas le prix de l'essence qui les affecte. Là. Ils n'ont pas d'auto. Ils sont à pied. C'est vraiment les prix à l'épicerie, les prix des logements. Quand il y a eu le renouvellement des bails, là, le 1er juillet, ça a été... C'est là que je pense que ça s'est lancé. Il y a eu 2 étapes. Quand la guerre a commencé en Ukraine, les prix ont commencé à augmenter. Et quand les bails se sont renouvelés, ils se sont pas tous trouvés des logements. Là. C'est parce que là, avec l'augmentation des bails, c'est pas tout le monde qui est capable de se payer un loyer. Ceux qui sont capables de se payer un loyer, c'est la seule chose qu'ils ont. Ils dépensent tout leur argent dans leur loyer. Puis là, tu leur dis, hey, votre logement, il n'est pas adapté adéquatement avec vos revenus. Ils me répondent, Yann, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
En même temps aussi, il y a un phénomène qui est plus visible qu'auparavant à Saint-Jean, c'est l'itinérance. Oui. L'itinérance, on en voyait 1, 2, 3, il y a peut-être 7, 8 ans. Après ça, 7, 8, 9. Là, l'an passé, on parlait de près de 40 personnes de répertoriées. Oui, c'est ça. La police me disait qu'il y en a au moins 15 là-dedans qui dorment vraiment dans la rue, là, Oui, oui. à l'extérieur. Ouais, là. sinon, il se trouve d'autres abris temporaires. Temporaire, là. Ouais. Bon, à un moment donné, on les a tolérés au parc. Là, ils sont dans le bout du musée. Là, on parle de la rue Boutier, près de l'ancienne taverne des sports. Mais bref, cette clientèle-là, itinérante, Ouais. elle aboutit ultimement chez vous Oui, aussi. on les aide. On s'est affilié avec le centre de jour pour qu'ils authentifient que c'est des gens qu'ils connaissent. Parce que pour pas que tout le monde s'autoproclame dans la rue puis qu'ils ne fassent pas partie de notre ville, mettons. Parce que souvent, c'est ça. Ils ont des gens qui ont des amis. Ouais. Quoi. Fait que c'est pour vraiment aider les bonnes personnes. Fait qu'ils arrivent avec un papier, comme quoi qu'ils disent regarde, moi, c'est Alexandra Thibault, je suis au centre de jour, je connais telle personne. Fait que là, on les autorise à venir. Fait qu'on leur crée une identité dans notre système. Quand ils viennent, ils donnent leur nom, on l'a sur notre liste d'itinérance. Puis on leur donne des trucs adéquats pour eux. C'est-à-dire, on va pas leur donner des cannes ou des choses qui ont de la misère, qui n'ont peut-être pas les besoins pour ouvrir. Mais c'est surprenant, mais je pense que c'est du cas par cas parce qu'ils sont très, très, très débrouillards, les gens qui habitent ailleurs. Je ne sais plus comment les nommer, en fait, parce que on m'a dit... itinérants, sans domicile fixe. Même avec eux, c'est difficile, parce qu'il y en a que c'est correct, tu vas le dire, tu vis dehors ou pas, mais le mot dehors, ça fait pas à tout le monde. Des fois, c'est parce qu'ils ont des abris temporaires, fait qu'ils habitent en dedans, mais... Pour nous, c'est dehors. Je ne sais pas si vous comprenez. Là. Oui, tout à fait. Fait que c'est difficile Mais à gérer. c'est un enjeu particulier parce que, je le dis, moi, souvent, c'est le problème de personne puis tout le monde en même temps. Ouais. Bon, oui, on appelle la police, mais en principe, la police ne devrait pas être les premiers à appeler parce qu'ils devraient être les derniers, mais c'est pas ça qui arrive. Il devrait y avoir des intervenants plus présents. Là. Au dernier conseil de ville, il y a des gens qui se plaignaient, évidemment, que bon, c'était dérangeant, mais la mairesse disait, avec raison, faut oublier que c'est des êtres humains à la base. Oui, c'est ça. Fait que c'est un peu, c'est peut-être plus dérangeant parce que là, maintenant, on les voit, on les côtoie, on les croise. Ça, c'est un peu nouveau. Mais ultimement, toute cette clientèle-là arrive chez vous quand même. Oui, effectivement. On les voit, ils viennent manger, ils viennent chercher la nourriture. Des fois, ils arrivent en bas. Là. Ils n'ont pas de souliers. Il faut vraiment étirer la tolérance puis l'aide aussi. Fait que... Avez-vous suffisamment de bénévoles en ce moment? Êtes-vous toujours en recrutement? Du côté alimentaire, ça fonctionne quand même bien. L'équipe de bénévoles est stable. C'est le côté vestimentaire, là, le comptoir vestimentaire au 747 Saint-Jacques. Là, c'est vraiment... c'est devenu une vraie usine là, à triage. Là. Les gens sont ultra généreux là, pour donner des items. Nous, en fait, on leur revend à petits coûts, mais ça finance notre bas de laine qu'on parlait tantôt. Là. Si notre gros de notre argent, il vient de là, au-delà des dons. Là, c'est le comptoir vestimentaire. Là. Ça, c'était une bonne décision parce qu'auparavant, la Saint-Vincent-de-Paul, contrairement à d'autres organismes, n'avait pas de comptoir familial. Donc, c'était une source de revenus que vous n'aviez pas. Exactement. Puis c'est tellement rendu gros que j'ai engagé une gérante dernièrement pour appuyer les bénévoles. Parce que là, c'était géré 100% par des bénévoles. Faut pas oublier. Mais là, on parlait de chiffres de vente qui étaient devenus quand même assez élevés. Puis ce qu'il fallait faire, c'est une structure permanente pour gérer puis pour soutenir l'équipe de bénévoles. Là. L'équipe de bénévoles, ils sont pas infaillibles puis ils sont pas nombreux. Quand on en perd un, ça prend quelques semaines avant d'en retrouver un autre parce que pénurie de main-d'œuvre équivaut pas juste à pénurie de travailleurs. Pénurie de main-d'œuvre, pénurie de bénévoles. Pénurie de bénévoles, parce que ceux qui venaient faire du bénévolat à la retraite, il y en a beaucoup qui sont retournés travailler. Ouais. Fait qu'on les a pas. Fait que c'est comme ça. Faut faire avec. OK. Fait que ça, vous auriez des besoins de bénévoles pour le comptoir familial totalement, de la rue totalement. Ah, oui. Puis arrivez-vous à tout trier ce que vous recevez? Parce que là, il y a quelques cloches jaunes là, qui aboutissent chez vous. Là. Ça va. Le gros des dons se fait à la porte. Hein. C'est assez surprenant. Moi, je passe là, puis les gens, c'est une habitude citoyenne de venir porter les choses à la porte directement. C'est encore plus facile pour nous que de le mettre dans une cloche de don. Puis aussi, ça permet de faire un contact avec la personne, de montrer que c'est ici la Saint-Vincent-de-Paul. Puis j'invite tout le monde à venir visiter aussi le centre de dépannage. Ça vient de où? Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Et il réinvestit là, pour aider. Là, dans les prochaines semaines, évidemment, on va parler de guignolés parce que ça va être le temps des fêtes. Mais bon, la pauvreté, c'est 12 mois par année, on s'entend. Là, il y a une situation particulière. Comment les gens peuvent vous aider? Oui, avec la guignolée, mais 12 mois par année. Comment on peut vous aider? Tu sais, je donne un exemple. Il y avait des spéciaux l'autre fois chez Maxi. Les gens ils achetaient des sacs de patates puis des papiers de toilette parce qu'ils étaient vraiment pas chers. Mais il y en a qui en ont acheté pour nous.
Mais ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une très bonne idée. Quand il y a des spéciaux, tu sais, tout le monde veut des spéciaux, là. Puis quand il y a des spéciaux, tu sais, des fois, 1 ou 2 $ investis, on dirait qu'il va avoir plus d'impact si tu m'amènes un sac de patates qu'1 $ comme ça. On dirait que c'est plus satisfaisant pour tout le monde. C'est drôle, mais c'est visuellement parlant, venir porter de la nourriture récurremment au 150 Laurier, je pense que ça peut créer un bon contact avec nous, mais aussi un beau sentiment de satisfaction que des fois, mettre 20$ sur PayPal, on est content de l'avoir fait, mais on n'a pas vu à qui ça allait. Je comprends. Mais tu sais, quand on parle d'inflation, notamment au niveau alimentaire, j'ai moi-même fait le saut en fin de semaine. C'est pas moi qui fais l'épicerie dans le couple, c'est pas ma responsabilité. Mais j'ai dû aller acheter une baguette de pain. 4,59. Ah, 4,59. c'est épouvantable. Je dis, une erreur d'étiquetage, non? 4,59, ils étaient tous le même prix. Wow! Mais les épiciers font plus attention à leur inventaire, hein? Fait que, où ça va, Fou, là. nous, on en a moins. S'ils font plus attention, eux, tu sais, ils ont moins de main-d'œuvre pour gérer l'inventaire, fait qu'ils commandent beaucoup moins. Puis ils vivent avec des ruptures de stock. Ce qu'avant, quand il y avait des fins de promo, ils l'envoyaient. Maintenant, ils ne l'envoient plus. Fait que, mais En résumé, vous aidez à peu près combien de personnes ou de familles dans la région? Là? on a 3800 bénéficiaires récurrents. Ça, c'est 3800. Oui, qui font partie de nos données. Là. Puis, j'ai juste une parenthèse, ça, c'est Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Jean. Oui, c'est juste On la parle pas centre-ville. d'Iberville, on parle pas de Saint-Luc, là. C'est ça. Ouais. Oh, juste pour un exemple, on va donner pour Noël, on va faire à peu près 900 paniers de Noël. Nous, on fait des cartes cadeaux. Puis en plus, les cartes cadeaux, cette année, avant, on donnait, mettons, 100 $ pour une personne seule. On a été obligé d'augmenter, là, 100 $ pour une personne seule pour qu'ils se gâtent à Noël. C'est un peu plus serré. Fait qu'on a décidé d'augmenter à 150. Puis ça, c'est la Saint-Vincent-de-Paul qui le finance à 100 % l'augmentation des cartes cadeaux qui vont être remises aux bénéficiaires. Fait que ça. Puis on n'a même pas parlé encore d'immigration parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait les paniers de bienvenue avec l'encre. Puis ça, c'est l'explosion. Là. Fait que... Yann Labelle, merci beaucoup. Plaisir. On se revoit. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Depuis le 1er novembre et jusqu'au 30 avril 2023, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il est interdit de stationner la nuit dans la rue lorsqu'il y a des opérations de déneigement. Mais ça, évidemment, il est de votre responsabilité de vous renseigner. On peut recevoir des alertes par texto, Facebook, Twitter, on peut appeler, il y a des panneaux lumineux. Bref, c'est votre responsabilité de vous renseigner pour ne pas laisser l'auto garée la nuit à Saint-Jean.